Bonjour à tous. Alors, cette vidéo elle s'inscrit dans la même logique de toutes les vidéos que j'ai créées jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que lorsque j'ai bien creusé un sujet et que je sens que ça peut apporter quelque chose, un nouvel éclairage à ceux qui s'intéressent au même type de sujet, eh bien, je formalise tout ça. Donc ici, cette présentation a pour but de démystifier le rôle et de voir un peu la portée de deux indicateurs que sont l'alpha et le bêta. Alors, ce sont des indicateurs qui sont bien connus par tous les gérants de fonds d'investissement. Le bêta étant un petit peu plus compliqué, alors pour bien ancrer la manière dont il se construit, je présenterai un exemple de calcul sur Google Sheet. Donc ça s'appuiera sur la base de données historiques. Alors j'ai pris l'exemple de l'action Apple, mais on verra on peut transposer très facilement sur n'importe quel type d'action. Alors c'est fait sur Google Sheet, mais ce sera facilement transposable sur le fichier Excel et je décrirai donc ma démarche en détail pour que vous puissiez reproduire votre propre modèle facilement à la maison. Donc alors maintenant, si on essaie de prendre un peu de recul pour faire une introduction, ce qu'on peut dire de manière générale, c'est que dès qu'on décide d'investir sur les marchés, et quelles que soient les raisons, et quelles que soient les méthodes qui nous conduisent à choisir un actif particulier, l'objectif est bien souvent le même, c'est-à-dire d'obtenir une plus-value et de manière générale d'avoir le meilleur rendement possible par rapport à un autre actif ou de manière plus générale par rapport à un groupe d'actifs de la même famille. Donc la meilleure façon de savoir si on a fait le bon choix à terme, c'est sans aucun doute de comparer les actifs financiers qu'on a sélectionnés au panier dont ils sont issus. Donc exemple, si on choisit une action qui fait partie du S&P 500, bah, il est de bon ton d'évaluer le comportement de cette action par rapport à ce même indice. Alors, si le rendement est supérieur, par exemple, sur une période donnée à celui délivré par le S&P 500, ben, on pourra en déduire qu'effectivement, on a fait le bon choix, qui n'était pas si mauvais que ça. Alors ça, c'était pour le petit teaser concernant l'indicateur alpha. Et ensuite, on pourra également se poser la question de savoir quel niveau de risque a été supporté pour obtenir ce niveau de performance. Et là, on verra que c'est plutôt le bêta qui va nous aider. Donc, on va commencer par l'alpha. Alors, l'alpha, c'est de loin le plus simple à comprendre et le plus simple à calculer. Donc, c'est un indicateur qui mesure la performance d'un actif financier par rapport à un indice de référence plus large. Donc, on a cité tout à l'heure le cas du S&P 500, mais ça pourrait être le CAC 40, le Shanghai Composite, etc. Donc, il est bien évident que si on choisit un titre tel que Amazon, Microsoft ou Apple, ben, on va plutôt s'appuyer sur le S&P 500 pour faire notre calcul. Si on prend des actions telles que Air Liquide, Airbus, Alstom, ça va plutôt être le CAC 40. Si c'est Alibaba, c'est plutôt le Shanghai Composite, etc. Mais ça pourrait être un tout autre indice. Donc le calcul de l'alpha est très intéressant pour un gestionnaire de fonds, mais ça l'est également pour un investisseur discrétionnaire, sauf que l'investisseur discrétionnaire, il n'a de compte 40 qu'à lui-même. Parce qu'en fait, l'alpha va nous donner une mesure de la capacité de cette entité à générer un rendement excédentaire par rapport au marché. Donc, c'est donc une manière très objective d'évaluer les compétences de n'importe quel gestionnaire de fonds ainsi que leur stratégie d'investissement. Alpha constitue donc l'une des composantes clés de l'analyse de performance dans le domaine de la finance. Donc là, on va voir les choses de manière un petit peu plus concrète. Alors, pour calculer le paramètre alpha, il est courant d'utiliser ce qu'on appelle le modèle d'évaluation des actifs financiers. Alors, pour nos amis anglo-saxons, il s'agit du CAPM. Alors, c'est l'acronyme de Capital Asset Pricing Model. Donc, l'idée générale sur laquelle repose ce modèle est de considérer que les investisseurs sont rémunérés à la fois par la valeur temps de l'argent, mais aussi par le risque encouru. Donc, la valeur temps de l'argent est représentée par le taux sans risque, ce qui correspond au taux de placement le plus faible et le moins risqué, ce qui généralement va de pair. Et ils sont généralement représentés par les marchés obligataires. On a par exemple en France les taux d'intérêt des obligations assimilables du Trésor, donc les OAT, ce qui pourrait constituer un très bon indice de référence. Et on l'a dit, il y a aussi la dimension risque, et là pour le coup elle est représentée par la fameuse grandeur bêta dont nous verrons juste après, que nous verrons juste après. Alors, c'est un calcul qui reste tout à fait accessible du point de vue mathématique, mais qui rend sa perception un peu complexe et pour tout dire qui sort un peu du cadre fixé dans cette présentation. Donc pour cette raison, j'ai choisi de rester simple en ne considérant que le calcul de base de l'alpha, c'est-à-dire celui qui correspond
pour une période donnée à la différence de rendement entre un investissement particulier ou réalisé par un gestionnaire de portefeuille et son indice de référence. Voilà. Donc là ici, j'ai pris un indice de référence qui est le S&P 500, que j'ai considéré avec un rendement de 10%, ce qui est globalement le rendement historique du S&P 500 à peu de choses près. Et j'ai traité trois cas. Donc le premier cas, c'est l'actif A. Donc j'ai considéré que l'actif A avec un alpha de 1,5. Et si on se rappelle de la formule dont on vient de discuter, eh bien, le rendement de cet actif, ça va être donc l'addition du rendement de son indice de référence, en l'occurrence le S&P 500, plus la valeur de cet alpha. Donc si on fait l'addition des deux, ça fait 10 plus 1,5, ça veut dire que là on se retrouve avec un rendement pour l'actif A de 11,5%. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, on a surperformé le marché et quelque part on a fait un bon investissement. Alors on verra qu'il n'y a pas que ça qui compte, hein. Il y a aussi l'aspect risque qui entre en ligne de compte, on en parlera un petit peu plus tard. Ensuite, l'actif B, là pour le coup, vous avez un alpha qui est égal à 0. Donc alpha est égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes parfaitement en ligne avec votre indice de référence. Donc si l'indice de référence avait 10%, comme c'est le cas ici, avec le S&P 500, vous vous retrouvez avec un rendement de 10%. Et enfin, vous avez l'actif C. Alors, il a la même amplitude que l'actif A, sauf qu'il part en négatif. Et là, pour le coup, vous l'avez bien compris, la performance globale va être de 10 moins 1,5, donc vous avez une performance de 8,5%. Donc là, vous avez sous-performé le marché. Donc là, si on imagine par exemple que vous aviez 3 gestionnaires de portefeuille et que chaque gestionnaire de portefeuille avait choisi un actif différent, donc l'actif A, B, C, on pourrait dire que le gestionnaire de portefeuille qui a choisi l'actif A, il serait classé numéro 1, celui qui a choisi l'actif B serait classé numéro 2, et celui qui a choisi l'actif C serait bien évidemment classé en dernier, donc en numéro 3 dans ce cas-là. Donc maintenant, on va plutôt s'occuper du bêta. Donc le bêta va souvent de pair avec l'alpha. Donc l'alpha, dans sa formule simplifiée, on l'a vu juste avant, jauge plutôt le rendement. Là, le bêta, quant à lui, en finance, va plutôt évaluer le risque d'un actif financier au sens large. Donc concrètement, l'extraction du bêta se fait à partir de données historiques. Et donc à partir de ces données historiques, on va en déduire la volatilité ou la sensibilité d'un titre par rapport, et le par rapport est important, aux fluctuations du marché, dont il fait partie généralement. Alors, pour rappel, la volatilité d'un actif, ça représente grosso modo l'amplitude de sa variation. Donc plus ça bouge, plus c'est volatile. Alors, le bêta peut être également interprété comme un indicateur d'instabilité ou de stabilité, suivant sa valeur, donc de la vie d'un actif sur une période donnée. En général, on prend des périodes assez longues. Alors, par exemple, sur Yahoo Finance, ils prennent 5 ans. L'idée derrière tout ça, c'est d'absorber les bruits de marché qui souvent ne sont pas significatifs pour de très courtes périodes. Et tout comme l'alpha, qui est plutôt étiqueté rendement, le bêta est un paramètre clé dans l'évaluation du niveau de risque supporté par un investissement, toujours investissement au sens large, en le comparant au niveau de risque d'un indice boursier ou d'un pôle d'actifs semblable. Alors nous verrons juste après la formule générique, et comme elle n'est pas très parlante au premier abord, je donnerai le détail des calculs à travers quelques exemples simples. Alors, regardons un peu l'intérêt maintenant du bêta et comment on peut l'utiliser. Alors, lorsqu'un investisseur établit une stratégie de gestion de risque, le bêta peut considérablement l'aider à bien réduire le côté un peu montagne russe de son portefeuille, autrement dit la volatilité. Effectivement, en connaissant les coefficients bêta des titres sectionnés et en jouant sur leur pondération, on peut évaluer la volatilité attendue du portefeuille. Donc en incluant des actions qui réagissent au mouvement de marché de manière un peu différente, on a la possibilité de diminuer le risque global d'un portefeuille. Alors si par exemple on décide d'acheter une action avec un bêta élevé, comme AMD par exemple, pour Advanced Micro Devices, donc ce sont des concepteurs de puces électroniques, avec une très forte volatilité, le bêta est de l'ordre de 2. Il peut être de bon augure de rééquilibrer la balance du risque en intégrant dans son portefeuille une action avec un bêta beaucoup plus faible, enfin plus faible du moins, tel que Home Depot. Donc Home Depot, c'est quasiment un bêta égal à 1, donc il évolue en phase un petit peu avec le marché. Et en plus, dans cet exemple, on fournit également une diversité sectorielle, ce qui diminue également le risque du portefeuille.
Donc c'est vraiment important d'avoir un portefeuille avec un bêta pas trop élevé, parce que si vous avez un bêta élevé, ça veut dire qu'effectivement vous pouvez bouger très fort vers le haut ou très fort vers le bas. Le plus dangereux, c'est quand ça bouge très fort vers le bas, parce qu'après vous pouvez être assujetti à vos émotions et ne pas forcément faire les bons choix, notamment dans vos coupes. Donc là maintenant, on va essayer de sentir ce qui se cache derrière ce coefficient bêta à travers trois exemples simples. Donc là, je vous ai énoncé quelques règles qui peuvent paraître un peu strictes, mais on verra que ces règles ne sont pas forcément suivies à la lettre, surtout quand les marchés sont un peu chahutés. Là, j'ai pris un actif A avec un bêta égal à 2. Donc ça veut dire qu'il a une sensibilité deux fois supérieure à celle du marché. J'ai pris un actif B avec un bêta neutre, donc égal à 1, et un actif C avec un bêta inversement corrélé avec le marché, avec une magnitude de 3, donc là en l'occurrence moins 3. Donc si on prend l'actif A, bêta égale 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le rendement du marché augmente de 1%, et bien le rendement de l'actif a de fortes chances d'augmenter de 2%, et inversement, mais ce n'est pas forcément systématique. Si le marché baisse de 1%, on peut s'attendre à ce que le rendement de l'actif baisse également de 2%. Ensuite, l'actif B, donc vous avez un bêta neutre est égal à 1, donc ça veut dire que vous suivez parfaitement le marché. Là, ça veut dire donc que si le marché augmente de 1%, vous allez augmenter de 1%, s'il baisse de 1%, vous allez baisser de 1%. Et vous avez l'actif C qui lui est inversement corrélé à moins 3. Donc là pour le coup vous allez à l'envers du marché, c'est-à-dire que si le marché augmente de 1%, eh bien votre actif va baisser de 3%, et on peut imaginer que si le marché baisse de 1%, que vous montiez de 3%, mais là encore c'est pas forcément automatique. Donc voilà grossièrement ce que signifie le bêta. Alors maintenant, en tant que gestionnaire de portefeuille, ce qu'on cherche à faire, c'est avoir une volatilité relativement contenue. En général, on aime bien être entre 0 et 1, c'est-à-dire un petit peu en dessous du marché. Pourquoi? Parce qu'imaginez que le marché dévisse de 25%, si on a eu de nombreux cas dans le passé, ça veut dire que si vous êtes dans le cas de l'actif A, vous avez un bêta de 2, vous pouvez dévisser de 50%. Et lorsque votre portefeuille, vous avez perdu la moitié de votre portefeuille, si vous voulez retrouver la valeur du portefeuille initial, il faut faire une plus-value de 100%. Donc on voit un peu l'intérêt d'avoir un bêta relativement faible. Donc voilà pour la sensibilisation. Donc maintenant on va dire deux mots sur la formule de calcul du bêta. Donc voilà la bête. Donc l'idée ici, alors on voit que le bêta est égal à la covariance du rendement de l'actif entre le rendement de l'actif et le rendement du marché divisé par la variance du marché. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la manière dont est calculée la covariance ou la variance. Je pense qu'un petit coup de Google et vous aurez des informations bien plus pertinentes que ce que je pourrais vous donner. Alors si on prend par contre la définition de la covariance, c'est une mesure statistique qui quantifie la relation entre deux variables aléatoires. Alors ça peut paraître un peu étrange de parler de variables aléatoires quand on est dans les marchés. Mais alors ça peut troubler un peu, mais en fait on n'est pas du tout dans la vérité, parce que lorsqu'on s'amuse à réaliser les histogrammes des actifs financiers, comme ce que j'avais fait il y a quelques années, alors j'avais fait des tests sur le S&P 500, le Nasdaq, j'avais fait sur l'or, le pétrole, etc. Eh bien, la plupart du temps, la courbe décrite est très très proche d'une courbe de Gauss. Donc, je rappelle que la courbe de Gauss, c'est ce vers quoi tend toutes les variables aléatoires. Lorsque vous faites une sommation de variables aléatoires complètement indépendantes, vous allez tendre vers une courbe de Gauss. Donc, alors j'étais assez stupéfait par ce résultat, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Alors, bon, je pourrais éventuellement, dans le cadre d'une autre vidéo, partager cette expérience. Il faut juste que je retrouve mes codes Python. Mais je m'égare un peu, donc là, l'idée, c'est que je vous fasse sentir un petit peu avec les mains ce que veut dire cette formule. Donc, la covariance entre deux entités, donc là, le rendement de l'actif et le rendement du marché, ça indique comment sont liées en fait ces deux variables. Donc je m'explique, si par exemple vous prenez la covariance du rendement du marché par rapport à lui-même, par rapport au rendement du marché, vous allez avoir un résultat qui va être égal à la variance du marché. Donc si vous faites la variance du marché divisée par la variance du marché, vous allez avoir un résultat égal à 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez un bêta égal à 1, vous avez une totale corrélation avec le marché. C'est-à-dire que vous êtes complètement en phase avec le marché, c'est-à-dire que le risque que vous prenez, c'est le même que le risque qui est pris par le marché.
Ensuite, on va prendre un cas qui est débile, mais c'est juste pour l'illustration. Si vous prenez un rendement d'actif qui ne bouge pas dans le temps, qui est constant, eh bien vous allez avoir une covariance entre le rendement de cet actif qui ne bouge pas dans le temps, qui est constant, et le rendement du marché qui va être égal à 0. Donc du coup, vous allez avoir un bêta qui va être égal à 0. Donc un bêta égal à 0, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous n'avez aucune corrélation avec le marché. C'est-à-dire que vous avez deux variables qui sont strictement indépendantes. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette formule, mais pour les exemples concrets, on va voir ça juste après. Donc là, on rentre un petit peu plus dans le concret. J'ai fait un snapshot de la Google Sheet dans le détail de laquelle je rentrerai juste après. Là, c'est juste pour vous expliquer un petit peu la méthodologie que j'ai utilisée. Donc j'ai sélectionné un marché. Donc là, j'ai pris le marché, on n'est pas très loin du marché de S&P 500 en 2021. Ensuite, ici, j'ai pris un actif. Donc c'est un actif qui a varié de 2% par rapport au marché. Alors là, si vous regardez, on n'est pas très loin de Apple. Alors je crois que c'était un petit peu plus, mais bon, j'ai arrondi à 2 pour avoir quelque chose de plus parlant. Et ici, j'ai pris un autre actif qui ressemble beaucoup à ce qu'a fait Intel durant la même période. Donc ça va être intéressant parce que ça va donner 3 bêtas différents. Alors pour calculer le bêta, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, j'ai fait le calcul sur 12 mois. Donc j'ai pris 13 mois pour pouvoir faire le calcul du rendement à partir du deuxième mois et avoir 12 mois consécutifs. Donc chaque valeur que vous voyez là, en fait, c'est le calcul du rendement de l'année 2 par rapport à l'année 1, pour ce qui est du 0,08%, ensuite de l'année 3 par rapport à l'année 2, etc. Donc vous faites la soustraction des deux divisé par l'année N-1, etc. Pareil pour l'actif 1, idem pour l'actif 3. Donc si on regarde le gain sur l'année du marché, c'était de l'ordre de 13%. Si on regarde le gain d'Apple, on est plutôt à 27%. Et si on regarde le gain de Intel, alors encore une fois, c'est très approximatif, hein, c'est juste pour imager, hein, on est à moins 31%. Donc le rendement moyen pour le marché, c'est 1%. Là, on est à 2%, on est à moins 3%. Ensuite, à partir de ça, on peut calculer l'écart type. Une fois qu'on a l'écart type, on peut calculer la variance, qui n'est plus ni moins que le carré de la variance. Ensuite, à partir d'une formule proposée par Google Sheet, mais qu'on peut trouver également sur Excel et partout ailleurs, on peut calculer la covariance. Et ensuite, je vous montrerai deux méthodes pour calculer le bêta. Alors, il y en a une qui s'appuie sur une fonction pente, qui est intégrée dans Google Sheet également dans Excel, et une autre qui s'appuie sur la formule que j'ai déjà décrite, qui est le rapport de la covariance divisé par la variance. Voilà, donc voilà grosso modo ma base de calcul. On va rentrer dans le détail juste après. Alors une petite information supplémentaire avant d'aller plus loin. Pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus réaliste, ici j'ai rajouté un bruit aléatoire de manière à se rapprocher un petit peu plus de ce qui peut se passer au niveau des marchés, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de fluctuations. Alors le bruit que j'ai sélectionné pour cet exemple-là, il est identique pour tous les actifs. C'est pour ça qu'on voit qu'en fait le bruit il a le même impact sur chacun des actifs. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est que la valeur moyenne du marché correspond à peu près aux grandeurs qu'on a calculées ici. Donc là, on voit que le marché est ici, on voit qu'Apple est au-dessus et on voit que Intel est en dessous. Donc à partir de ça, on trouve nos fameux coefficients bêta. Donc le marché par rapport à lui-même, il a un bêta de 1. Là, on voit que Apple a un bêta de 2. Donc on voit bien que le bêta de 2 nous a donné une sensibilité 2 fois supérieure à celle du marché, parce que là on était à 13%, on est passé à 27%. Et pour Intel, comme on est parti en négatif, on a une magnitude de 3, mais en négatif. Donc c'est-à-dire qu'on a fait l'opposé du marché, on a fait 3 fois pire que le marché, entre guillemets, en supposant que le marché est parti vers le haut, ce qui a été le cas en 2021. Donc avant de faire une mise en pratique du calcul du bêta avec l'action Apple, juste une petite description rapide du simulateur qui m'a permis de présenter les résultats précédents. Alors cette simulation a été faite sur Google Sheet, donc là je pourrais éventuellement vous donner le modèle pour que vous puissiez vous amuser avec. Ici on retrouve le fameux rendement qui est calculé donc, à partir des données du S&P 500, donc là on fait I4 divisé par I3 moins 1, on peut très bien faire aussi I4 moins I3 divisé par I3, donc ce calcul est fait jusqu'au bout, donc ça, il est fait pour le marché. Il est fait également pour l'actif 1 et il est fait également pour l'actif 2, autrement dit Apple et Intel. Juste en dessous, on a calculé le rendement sur l'année du marché, donc là on est à 13%. Ici, on a calculé le rendement
sur l'année pour l'action Apple. Donc là pareil, hein, c'est la différence divisée par la première valeur. Et on a fait la même chose avec Intel. Ici on a calculé le rendement moyen, donc c'est le rendement par mois pour l'action ci-dessous, là également, là également. Ici on calcule l'écart type, donc là c'est une fonction de Google Sheet, hein. Bon, il suffit de regarder la documentation, donc là écart type, il est calculé là, il est calculé là et là. Donc au passage, on voit que l'écart type est plus grand quand effectivement vous avez plus de variabilité sur l'action. Ce qui est le cas pour Apple, on a une variation qui est double celle du marché et on a une variation qui est triple par rapport à celle du marché concernant Intel et en négatif. Ensuite, la variance, c'est tout simplement l'écart type au carré. C'est ce qu'on retrouve ici. Ensuite, ici, on a la covariance. Alors, la covariance, il faut juste prendre la formule qui est proposée par Google Sheet. Là, voilà. Et puis là, il y a les deux méthodes que j'ai expliquées tout à l'heure. Enfin, je ne les ai pas expliquées, je dis que vous allez vous l'expliquer maintenant. Donc, la première méthode, c'est la méthode qui est décrite dans le document. Donc là, vous faites le rapport de la covariance divisé par la variance. Donc là, ça vous donne 1. Là, vous faites la même chose. Vous faites le rapport de la covariance de l'actif divisé par la covariance entre l'actif et le marché divisé par la variance du marché, et etc., jusqu'à Intel. Et là, c'est une formule plus directe qui calcule la pente des séries, des suites de régression qu'on voit juste ici. Et on obtient exactement le même résultat. Bon, après, c'est à chacun de voir quelle méthode il préfère. En tous les cas, l'officiel, c'est celle qui est là. Voilà. Donc, je l'avais dit ici, là, on voit que le signal il est un peu abîmé parce que j'ai rajouté des variables aléatoires. Là, pour l'instant, les variables aléatoires sont les mêmes que celles du marché. C'est-à-dire que le marché a une variable aléatoire que j'ai additionnée également sur les actifs. Alors maintenant, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est ajouter une variable supplémentaire, une variable aléatoire supplémentaire par rapport à celle du marché et regarder un petit peu comment ça se comporte. Donc si je rajoute 1% par exemple sur, pas la prop 2, mais ça c'est plutôt l'actif 1, et bien si je rajoute 1%, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'ici on décolle du 2, on est à 2,026. Et si je refais quelques calculs, on s'aperçoit qu'on est... voilà, on a le 2 qui correspond au fait que l'actif 1, il est 2 fois plus volatile, l'actif 1 progresse 2 fois plus vite que le marché, mais on a aussi une information de volatilité qui est en train de se greffer dessus. Donc là, on voit qu'on est à 2 plus 0,036. Maintenant, si on passe à 10%, c'est-à-dire que je rajoute une volatilité 10% supérieure à la volatilité du marché, eh bien, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'on décolle encore plus du 2. Donc là, on passe à 2, 3, voilà, de 2, de 3, de 4, etc., etc. Et maintenant, si on y va franco, c'est-à-dire que j'ai une volatilité qui est 50% supérieure à celle du marché, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? De temps en temps, on passe à 4. Voilà, c'est-à-dire qu'on a doublé le coefficient bêta par rapport au bêta initial, qui, je le rappelle, lorsqu'il avait une volatilité équivalente à celle du marché, donnait un coefficient qui représentait en fait le gain de cet actif par rapport au marché. Donc voilà, j'en ai fini pour cette partie-là, et maintenant on va passer sur un cas concret avec l'évaluation du bêta pour l'action Apple. Donc ça c'est la Google Sheet qui me permet de faire tous mes calculs. Donc on retrouve ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire ici les dates avec les cours de clôture. Donc là c'est ce qui est utilisé comme référence de temps, c'est du mensuel. Et la période de temps c'est sur 5 ans. Pourquoi 5 ans? C'est parce que typiquement c'est ce qui est utilisé notamment par Yahoo Finance. Ça me permettra également de vérifier nos résultats. Et ensuite, on retrouve ici donc notre calcul de gain de mois en mois jusqu'à la fin du dernier mois qui correspond à la période des 5 ans. On fait la même chose pour Apple, donc on récupère ces données-là, et ensuite à partir de là, on fait notre calcul de bêta. Alors j'ai pris les deux techniques. La technique en utilisant la covariance, est divisée par la variance, et la technique en utilisant la pente. Donc alors, regardons déjà comment récupérer ces datas-là. Donc vous allez sur Yahoo Finance, vous récupérez d'abord le S&P 500, ce qu'on va faire, le S&P 500, Apple est intégré dans le S&P 500, donc ça va être notre référence. Donc vous sélectionnez votre ticker, ensuite vous allez dans les données historiques. Voilà, le cours est en train de bouger parce que les marchés ne sont pas encore terminés. Ensuite ici, on a dit qu'on travaillait en mensuel, donc on se met en mensuel. Ensuite, on a dit qu'on voulait une période de 5 ans, donc on clique ici sur 5 ans, on fait appliquer.
Une fois qu'on a fait appliquer, ben, on se retrouve donc avec toutes nos données. Donc ça termine le 1er août 2023 et ça démarre en 2018. Donc on a bien notre période des 5 ans et c'est mensuel. Donc après, à partir de ça, vous faites le téléchargement. Alors je ne vais pas le faire parce que c'est un peu long, mais bon, je pense que vous connaissez la procédure. Une fois que vous avez fait le téléchargement, vous allez tomber sur un fichier qui a cette tête-là. Donc là, typiquement, je l'avais fait juste avant. Donc on retrouve ces données. Donc là, tous les champs sont séparés par une virgule. Donc nous, ce qu'on veut, c'est importer ça dans un fichier Excel. Donc il va falloir remplacer toutes les virgules par des tabulations. Donc ce qu'on fait, alors on fait notre petit remplacement. Ici, on remplace toutes les virgules par des tabulations. Donc tabulation, c'est anti/t. On remplace tout. Une fois qu'on a tout remplacé, on récupère ces datas-là. On retourne dans notre Google Sheet et on va poser ça. Bah, je l'avais déjà fait, bon, on va le refaire. Hop, voilà, on repose nos datas à cet endroit-là. Donc après, la seule chose qui nous intéresse, tout ça, ça ne nous intéresse pas. La seule chose qui nous intéresse, alors donc là, on va dilater, c'est l'adjust clause. Alors clause ou adjust, enfin le clause ajusté, c'est grosso modo la même chose. Ajuster, simplement, ça intègre les dividendes, les dilutions d'actions, etc., etc. Donc, il vaut mieux prendre le clause, l'adjust clause. Donc, une fois que vous avez ces datas-là, alors je ne vous fais pas l'expérience du copier-coller, je pense que vous avez compris. Vous copiez-collez ces datas à cet endroit-là. Donc là, vous allez avoir les datas du S&P 500. Automatiquement, les rendements vont être calculés. Vous faites la même opération sur Apple. Alors, Apple, ça va être exactement le même principe. Hein. Vous tapez sur Apple. Voilà, vous allez dans les données historiques. Voilà, ici, vous sélectionnez de la même manière du mensuel. Ici, vous prenez une période de 5 ans. Voilà, vous faites l'appliquer, vous exportez, etc. Et vous allez là également vous retrouver avec des données. Voilà, vous allez vous retrouver avec ces données-là, vous faites le remplacement, etc., etc. Et vous faites votre copier-coller juste à côté de votre indice de référence. Et à partir de là, bah, vous avez le bêta qui tombe tout seul. Le bêta, en fait, il va faire la covariance entre le S&P 500 et le Apple. Donc ça va être son numérateur et on va diviser par la variance. Donc voilà. Là, j'ai juste fait un petit graphique en normalisant en fait les cours, juste pour vous montrer la progression de Apple par rapport au marché. Donc là, on voit bien que Apple a tendance à vouloir suivre un peu le marché. Donc là, on voit par exemple quand le marché s'écroule, le marché c'est celui qui est le plus faible. Hein. C'est celui qui a progressé de 13%. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ce dont on a discuté un peu plus tôt. Donc là, le marché a chuté, bah, Apple a chuté. Là, le marché a monté, bah, Apple a monté, mais beaucoup plus vite que le marché. Là, le marché a voulu chuter un peu, donc là ça a chuté également. Puis en plus, comme Apple est une grosse pondération de l'indice, l'impact est... Quand Apple chute, en général, le marché le suit. Voilà, donc à partir de ça, vous savez tout faire. Vous savez faire... Alors là, j'ai pris le S&P 500, mais vous pourrez très bien imaginer comparer Apple par rapport à AMD. Voir quel est le bêta de Apple par rapport à AMD. Je ne sais pas si ça a un sens. On pourrait voir quelle est la corrélation entre Apple et l'or. Bon, j'imagine qu'il n'y en aura pas du tout, mais ça peut être intéressant. Donc à partir de ça, vous pouvez faire les imports que vous voulez et vous pouvez faire une comparaison entre un actif et un autre pour éventuellement déduire une statistique qui pourrait être intéressante dans le cadre d'une étude particulière, que sais-je encore. Donc maintenant, on va regarder si on raconte pas trop de bêtises. Donc là, on voit que Google Sheet nous a calculé un bêta à peu près de 1,29. Si on arrondit, voilà, grosso modo, on a 1,29. Maintenant, si on regarde ce que Yahoo nous propose comme résultat, alors je pense que c'est dans statistiques. Voilà, c'est dans statistiques. Là, regardez. Si on regarde la valeur du bêta en mensuel sur 5 ans, on se retrouve bien à 1,29. Alors, ça, on a vu qu'il y avait beaucoup d'opérations manuelles. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, alors moi, j'ai pas été au bout de l'exercice, mais je pense que c'est assez prometteur. Vous pouvez tirer toutes ces informations de manière automatique en utilisant la fonction Google Finance qui est proposée dans Google Sheet. Donc, si vous tapez par exemple Google Finance, donc là, j'ai mis B1, donc là, c'est Google Finance, vous mettez le ticker, vous mettez la date de début, la date de fin, et vous pouvez tirer toutes les informations de cours. Alors, je l'ai mis en daily. Le seul souci qu'il y a avec cette fonction, c'est que vous pouvez faire du daily, du weekly, mais pas du monthly. Donc pour faire du monthly, il faut appliquer une formule un peu particulière qui est ici. Voilà, alors elle est un petit peu plus complexe. En fait, ce qu'il faut, c'est tirer de Google Finance des informations daily et puis ensuite appliquer
un masque, un espèce de filtrage avec la fonction texte, ensuite faire un tri, et à partir de là, vous générez une formule de type tableau, et à partir de là, vous pouvez tirer des informations de cours à chaque début de mois, etc., et refaire le même calcul. Voilà, donc je pense que j'en ai terminé pour cette petite capsule. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Alors on a vu un petit peu la théorie du alpha et du bêta. Et là, on termine avec un exemple concret que vous pourrez grandement améliorer. Et je pense que ce type de calcul peut également se faire assez facilement sous Python, c'est pour ceux qui maîtrisent.